Marine Le Pen a toujours dit le plus difficile en politique, c'est d'être soi-même. Et il faut bien se rendre compte que moi, je suis tombé un peu comme Obélix, je suis tombé dans la potion magique quand j'étais très, très jeune, j'ai commencé très tôt. Quand vous êtes lâché comme ça au milieu de la fosse, au milieu du ring, vous prenez des coups, c'est pas facile, c'est pas évident. Quand vous parlez des chiffres du chômage, quand vous parlez d'une agression, quand vous parlez d'une attaque terroriste, vous n'êtes pas en train de danser sur la table. Donc oui, je veux dire, on n'est pas des comiques, on n'est pas des acteurs, on n'est pas là pour divertir le public. Donc c'est vrai qu'il peut parfois y avoir un décalage, mais bon voilà, moi ça change rien à ce que j'ai au fond de moi-même. Et puis voilà, j'ai commencé très tôt aussi. Donc quand vous commencez très tôt, on vous pardonne beaucoup moins. Bonjour à tous et bienvenue sur VA+, pour un nouveau grand entretien. Aujourd'hui, nous recevons une des étoiles montantes de la politique française. Bonjour, Jordan Bardella. Bonjour, Tugdual. Alors Jordan, vous avez 26 ans, vous êtes député européen, président du Rassemblement National pendant cette campagne présidentielle où Marine Le Pen, évidemment, est candidate. Vous êtes né et vous avez grandi en Seine-Saint-Denis. Cela fait de vous un des rares hommes politiques à venir de ce département. Vous venez d'un milieu modeste et ce qui n'est pas toujours fréquent pour un dirigeant politique, vous n'avez pas poursuivi de très longues études supérieures. Ce qui ne vous a pas empêché d'avoir cette trajectoire assez ascendante dans la vie politique française et au sein de votre mouvement. Et aujourd'hui, on va essayer d'un peu de comprendre qui vous êtes, parce qu'on vous voit beaucoup sur les plateaux de télévision. On sait un peu quel est votre discours, quel est votre attachement à Marine Le Pen, et on sait un peu moins, en fait, non pas votre parcours, parce que d'un point de vue biographique, vos origines et géographiques et sociologiques ont été pas mal mises en avant, mais en fait, tout simplement, à quoi ressemble la vie de Jordan Bardella ? Alors déjà, voilà, première question, quel est votre agenda ? Comment vous travaillez ? Comment vous répartissez entre les plateaux de télévision, le parti, et puis j'imagine une forme un peu de moment où vous vous nourrissez de différentes notes et de différents argumentaires ? Bon, d'abord, je fais pas que ça dans la vie. C'est vrai que la politique, aujourd'hui, je fais ça à plus que temps plein, puisqu'on y est. J'y suis le matin, le soir, la journée, les week-ends, la nuit où on pense à l'émission du lendemain. Je travaille beaucoup, mais j'essaie d'avoir la vie qu'on a aussi normalement quand on a 26 ans. Ça m'empêche pas le week-end de sortir avec mes amis, de faire du sport, de regarder des séries, de regarder la télé, de jouer à la PS4 avec mes potes. Voilà, je fais tout ce qu'on fait normalement quand on a 26 ans. Après, c'est vrai que je travaille beaucoup parce que je suis amené à prendre régulièrement la parole dans les médias, que vous êtes quand même confronté à une forme d'adversité, et c'est vrai qu'il faut être préparé à ça. J'ai pris ma 10e carte cette année au Rassemblement National, Front National hier. Et oui, j'ai bien grandi et je me suis aussi un peu endurci. Donc je travaille beaucoup, je travaille évidemment avec Marine, où on s'appelle tous les jours pour à la fois travailler sur les émissions, les éléments de langage qu'on va utiliser, pour préparer les réunions. Comment vous êtes formé ? Est-ce que vous avez fait du média training ? Est-ce que vous êtes dit un semestre, là je bosse l'économie, un autre semestre je bosse la diplomatie ? Non, parce qu'en fait, je dis souvent que je suis spécialiste de rien, mais curieux de tout et intéressé par tout. J'ai nourri ce goût pour la politique très jeune. Vous le rappelez, mais moi j'ai grandi dans le 93. J'ai grandi dans une cité HLM, la cité Gabriel Péri à Saint-Denis. Et en fait, souvent, quand vous arrivez en politique très jeune, c'est souvent parce que vos parents sont politisés, c'est souvent parce que vos grands-parents sont politisés, et qu'il y a une fibre un peu politique dans les dîners ou dans les déjeuners de famille le dimanche. Moi, c'est vraiment l'environnement dans lequel j'ai grandi. C'est le 93 qui m'a amené à la politique. Sachant que vous êtes enfant unique ? Ouais, je suis enfant unique et mes parents sont séparés quand j'avais 1 an et demi. Je me suis construit tout seul. Mais si j'en suis là aujourd'hui, c'est en grande partie par l'éducation que m'ont donné mes parents. Ils m'ont donné le goût du travail. Et vous parliez politique et avec votre maman et avec votre papa ? Non, c'est pas que je parlais politique. Évidemment, mes parents maintenant s'intéressent à la politique et suivent pas mal ce que je fais. Mais c'est vrai que à 15-16 ans, je voyais ma mère quand même galérer à finir le mois. On peut rappeler son métier ? Alors ma mère est arrivée d'Italie dans les années 60. Donc issue de l'immigration, je suis pour le coup un pur produit de l'assimilation et de l'immigration, qui a fait son intégration, qui s'est assimilée. Ma mère a grandi en France, elle a grandi à Saint-Denis, elle a pris sa carte d'identité française pour travailler dans la fonction publique, pour servir l'État, et aujourd'hui elle travaille dans les écoles maternelles.
les ATSEM, travaille à la fois avec les enfants, fait des tâches d'entretien dans les écoles aussi. Et le fait de l'avoir vu en fait très jeune galérer à boucler les fins de mois, le fait de l'avoir vu, c'est une anecdote que je raconte souvent, mais je voyais souvent ma mère galérer avec 10, 15, 20, 30 euros à la fin du mois, et c'était souvent un sacrifice de se dire, est-ce qu'on m'achète à moi en fait un t-shirt, un vêtement, ou est-ce qu'on rallonge un peu le plein de courses, est-ce qu'on va acheter des gâteaux en plus, enfin, c'est des questions toutes bêtes, mais qui se posent, qui moi m'ont marqué très tôt. Et puis le 93, c'est tout ce que tout le monde en connaît, la violence. J'ai un très bon souvenir de... Alors autant 2005, je me souviens absolument pas du référendum, mais autant je me souviens parfaitement des émeutes de 2005 parce que ça brûlait autour de chez moi. Et ça, c'est des trucs quand vous avez 10 ans, parce que j'avais 10 ans en 2005, qui marquent pas mal. Et puis en 2015, en fait, 10 ans après, j'étais encore à Saint-Denis à l'époque, j'ai vécu mon premier confinement puisque l'assaut contre les terroristes du Bataclan qui était rue du Corbillon à Saint-Denis était donné à quelques dizaines de mètres de là où j'habitais et on était bloqués chez nous, confinés jusqu'à midi. Donc là vous aviez 20 ans en 2015. Ouais, j'avais 20 ans, j'étais déjà engagé, mais c'est la vie, le réel, l'environnement dans lequel j'ai grandi qui m'a fait dire que tout cela n'était pas normal. Et j'ai eu la chance de grandir dans un milieu où mon père lui vivait dans le Val d'Oise, dans un milieu un peu plus pavillonnaire, donc j'ai vu vraiment deux France en fait. Et j'ai compris très très vite que ce qu'on vivait n'était pas normal, en tout cas avec ma mère, socialement. Le fait d'avoir vu ma mère qui, à chaque fois qu'elle sortait, ne prenait jamais de sac à main. Fallait pas prendre de sac à main parce qu'on pouvait se faire voler, parce qu'on pouvait se faire agresser. Le fait de voir ma mère sortir sans bijoux, parce que pareil, il y avait le risque de se faire agresser, voler, dépouiller. Et votre père, lui, vivait aussi à Saint-Denis ou... Mon père s'est installé dans le Val d'Oise, pas très loin de là où j'habitais. D'accord. Donc je me suis un peu j'ai partagé mon enfance entre les deux. Et j'ai vu vraiment deux milieux un peu opposés, un peu différents. Mais je suis très fier de ce parcours-là, d'un point de vue en tout cas personnel et familial. Et alors, au-delà de l'environnement, d'un point de vue plus théorique, comment vous êtes formé politiquement ? Est-ce qu'il y a des lectures qui vous ont marqué ? Est-ce que c'est des figures tutélaires qui vous ont inspiré ? Ouais, beaucoup de choses. Moi, je me suis beaucoup intéressé. Évidemment, tout petit, je m'intéressais beaucoup à l'histoire et donc à l'actualité et donc à la politique. J'ai beaucoup lu quand j'étais plus jeune, à la fois la littérature. J'ai beaucoup lu d'ouvrages même très politiques quand j'étais très jeune. Des biographies. Mais on dit souvent une nation, c'est des conteurs et des contours. Des conteurs, C-O-N-T-U-R-S, des gens qui vous racontent l'histoire de France. Et au-delà de la passion que j'ai pu nourrir pour la discipline quand j'étais petit, quand j'étais à l'école, à partir de 15-16 ans, c'est politiquement que je vais me tourner vers le combat des idées, vers le combat idéologique. Et c'est Marine Le Pen qui va, moi, très tôt, me parler, me convaincre, me séduire. Et c'est vers elle que je vais décider d'aller, de m'engager. Parce que vous la regardez. Et je dirais que ma formation va démarrer à partir de ce moment-là. D'accord. Et vous regardez beaucoup des émissions politiques. Ouais, j'ai adhéré au Front National à l'époque. C'est pendant la campagne présidentielle de 2012, le lendemain du débat Le Pen-Mélenchon. Qui était un débat qui était organisé par David Pujadas sur Des paroles et des actes, où les deux, ça avait tourné au pugilat, les deux n'avaient pas souhaité débattre l'un avec l'autre. Et c'est le lendemain que j'ai adhéré, et moi j'étais séduit par sa personnalité. C'est vrai que je prenais souvent la défense en classe du Front National, parce qu'on est dans une période où on s'intéressait au projet, où on devait prendre la défense de tel ou tel candidat, jouer un peu au débat politique en classe. Et c'est à partir de là que ça a commencé, que je me suis engagé. J'ai commencé à coller mes premières affiches dans la Cité des Bosquets à Montfermeil. Donc, je l'ai dit, une de vos particularités, c'est quand même la rapidité de votre ascension politique. À 26 ans, vous avez déjà été tête de liste régionale, tête de liste aux européennes, porte-parole du parti il y a quelques années, puis aujourd'hui président du parti à 26 ans. Vous avez arrêté vos études, si je ne m'abuse, en licence de géographie. Oui, tout à fait. Et comment vous avez donc complété les autres champs thématiques nécessaires à la formation d'un responsable politique ? Est-ce que vous continuez à lire régulièrement tel ou tel auteur ? Comment vous vous nourrissez et comment vous faites en sorte de ne pas sécher sur un plateau de télévision d'un point de vue de la culture générale ou d'un point de vue plus technique ? La politique,
souvent les gens ont une image un peu biaisée de la politique, c'est-à-dire qu'ils pensent que c'est souvent les gens voient ça comme étant une bande de mafieux en costard qui s'en mettent plein les poches. Alors que la politique, c'est un milieu qui est extrêmement riche intellectuellement. La politique, c'est fait de rencontres. Vous l'avez rappelé, j'ai fait beaucoup de campagnes électorales déjà, et j'ai pu. Enfin, la politique m'a permis de voyager beaucoup en France, m'a permis de rencontrer des gens de tous les milieux socio-professionnels, de toutes les professions. Je continue évidemment beaucoup à lire. Moi, j'essaie de dépasser un peu la politique. Moi, je m'intéresse beaucoup, par exemple, à l'intelligence artificielle. Je suis membre de la commission sur l'intelligence artificielle au Parlement européen. Et l'un des bouquins qui m'a beaucoup marqué ces dernières années, qui est un peu structurant aujourd'hui dans ma réflexion, était le bouquin d'Harari, Homo Deus, qui a été un succès planétaire, qui a peut-être dont on a un peu moins parlé en France, mais qui a été un succès planétaire. Harari étudie les différentes phases de l'humanité, et il fait le constat que on va vivre peut-être dans la plus belle des époques, dans l'époque la plus vertigineuse, où le progrès scientifique, le progrès technologique et l'intelligence artificielle vont permettre demain de remettre entre les mains des hommes les pouvoirs de Dieu. La création du vivant, la manipulation du vivant, la modification du génome, les manipulations embryonnaires. Il ne s'agit pas de porter un jugement moral, mais il s'agit juste de dire que toutes ces évolutions qu'on appelle le transhumanisme, elles sont devant nous, et elles font faire appel à des modifications de la société, sociale, économique, technologique, le rapport qu'on va avoir à certaines professions. Donc j'essaie parfois de m'extraire de l'actualité brute et méchante que je prépare en lisant les journaux. Tous les matins, je lis le Figaro. Vous écoutez quelle matinale le matin ? Alors, je n'écoute pas la radio le matin. J'écoute parfois la radio dans laquelle je vais. C'est-à-dire que si je vais sur Info, j'écoute Info avant. Ça permet de se mettre un peu dans le cadre. Mais je regarde très peu la télé. J'écoute très peu la radio. Je lis tous les matins. Quand j'ai une émission, alors moi, je suis un peu moins du matin que du soir. Je préfère bosser le soir. Mais quand j'ai une émission, je me lève vers 5h30, 6h, de manière à avoir un peu le temps de faire la revue de presse. Mais tout ça est un cycle qui est un peu naturel pour moi aujourd'hui. C'est vrai que j'ai peut-être pas la vie atypique qu'on a quand on a 26 ans. Mais voilà. Vous avez un entourage, comme de nombreux responsables politiques. Est-ce qu'il est réparti entre des gens qui vous nourrissent sur différents domaines avec qui vous travaillez en fait? Oui, bien sûr. Je me nourris d'une équipe avec qui je travaille, qui sont mes assistants, au Parlement européen, mes assistants sur le parti. On a une équipe de communication, et puis je me nourris surtout beaucoup de rencontres. On fait beaucoup de rencontres, comme vous en tant que journaliste, d'aller rencontrer des professionnels, d'aller rencontrer des agriculteurs, d'aller rencontrer en ce moment des pêcheurs parce que c'est le sujet européen du moment, d'aller rencontrer aussi d'autres parlementaires européens qui peuvent travailler sur telle ou telle thématique, même s'ils ne sont pas de notre bord politique, si tant est qu'ils acceptent de nous parler. Donc bien sûr, la politique, c'est une richesse incroyable. Moi, j'ai appris énormément en politique, mais c'est vrai qu'au bout de 10 ans, ça ne m'a pas changé, et je pense fondamentalement que si on était comme les autres partis politiques, sans doute qu'on serait déjà au pouvoir. Alors j'ai préparé un petit quiz, je ne vous prends pas par surprise, parce que j'avais prévenu pour vérifier justement si la politique a permis de sublimer votre culture générale. 3 petites questions, je ne vous embête pas longtemps. Est-ce que vous connaissez la part du nucléaire dans le mix énergétique français? De tête, non. Et vous diriez aucune Moi, idée? je suis totalement pro-nucléaire. Je pense que le nucléaire est aujourd'hui l'énergie la plus décarbonée, quasiment décarbonée que nous ayons, qui garantit quand même une électricité peu chère. La hausse du prix de l'électricité vient essentiellement des taxes qui sont fixées sur les prix. Mais nous sommes des grands défenseurs du nucléaire. Et alors, figurez-vous qu'il n'y a que, j'étais surpris moi de voir ce chiffre-là, 18% de l'énergie en France qui est de source nucléaire, et encore 63% d'énergie fossile finalement, la part du renouvelable étant évidemment assez minime dans le mix énergétique français. Est-ce que vous connaissez le nombre de fonctionnaires de police qu'on a en France? Nous avons 150 000 fonctionnaires de police. On dit 140, mais donc là vous n'êtes pas loin du tout. Et c'est peut-être vous qui avez raison. 149 000 de tête l'an dernier. Actualisé. Les micros efforts qui ont été faits par le gouvernement. C'est un autre débat, mais c'est vrai que sur l'investissement, ils n'ont pas forcément été mauvais. Après, le problème, il y a la chaîne pénale, il y a aussi l'endroit où vont les investissements, le poids de la bureaucratie. Mais, il y a le poids de la bureaucratie, et puis surtout, les policiers aujourd'hui, il y a beaucoup des postes qui sont occupés par les dépôts de plaintes, beaucoup de postes administratifs.
des heures supplémentaires qui ne sont pas payées, et puis surtout, les problèmes aujourd'hui de la sécurité, c'est la justice. Voilà, les policiers ils peuvent faire leur travail correctement, ils peuvent démanteler les trafics, ils peuvent rentrer dans les cités à condition d'en avoir les ordres. Le problème, c'est que quand ils font leur travail, mais ils interpellent des types qui ont été arrêtés 10, 20, 30, 40, 50 fois, qui sont passés par le commissariat. Donc il est là le problème. Et dernière petite question, vous qui avez justement plusieurs Tours de France à votre actif du fait de vos activités, est-ce que vous connaissez la sous-préfecture de l'Allier? C'est pas la plus facile. Pas la sous-préfecture, pardon, la préfecture de l'Allier. Moulin? Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Et j'avais pas les questions avant. Non, donc on est sur un 2 sur 3 ou un demi sur 3, c'est pas si mal. Vous avez des officiers de sécurité, vous avez une activité publique. Vous avez dit en début de cet entretien que vous essayez tant que faire se peut d'avoir encore à peu près une vie normale. Ouais. Vous en avez vraiment la possibilité, vraiment la capacité? C'est sûr que quand on a 26 ans, normalement, on n'est pas président du Rassemblement national, on n'est pas député européen. Bon, d'abord, c'est une opportunité c'est l'une des qualités d'ailleurs du Front National, d'avoir toujours, puis RN aujourd'hui, d'avoir toujours misé sur les jeunes, d'avoir toujours fait confiance à la jeunesse, d'avoir toujours permis l'émergence d'une nouvelle génération. On l'a fait en 2012 avec Marion Maréchal, qui était la plus jeune députée à l'Assemblée nationale, David Rachin qui était le plus jeune sénateur, Ludovic Pajot qui est encore aujourd'hui le plus jeune député. On l'a fait évidemment aux élections européennes avec une tête de liste qui avait 23 ans à l'époque. Donc c'est vrai que l'engagement politique il est prenant. Vous voyez des gens qui n'ont rien à voir avec la politique dans votre vie Oui, parce que j'ai gardé des amis, avec qui j'étais au collège, j'ai gardé des amis avec qui j'étais au lycée. Mais c'est vrai que je conçois que voilà, quand on a 26 ans, on n'est peut-être pas, j'ai peut-être pas la vie atypique de quelqu'un de 26 ans, mais moi je me plais beaucoup dans ce que je fais. Je me plais beaucoup dans ce que je fais parce que j'ai le sentiment de faire avancer des idées, j'ai le sentiment que mes idées elles sont bonnes pour mon pays. Et la politique, c'est comme un virus en fait. Une fois que vous êtes piqué, vous en sortez pas. Je ne fais pas carrière, je sais que ça peut paraître un peu bizarre, mais chez les LR, il y a un peu ça. Souvent, on voit que quand les types sont ministres, ou même à gauche d'ailleurs, il y a une satisfaction du devoir accompli, c'est-à-dire d'en être arrivé là, parce que les types ont enfin le titre, les types sont enfin ministres. Moi, je fais pas ça pour ça, c'est-à-dire que je n'ai pas de carte de visite, je me balade pas avec ma plaquette de carte de visite, je rêve pas d'écrire un bouquin avec mon autobiographie, avec la photo comme ça, là, un peu accoudée sur le côté, et d'être chez Super U, à l'entrée, au rayon des bouquins, à côté du Marc Lévy. Ces trucs-là, en fait, je veux dire, il n'y a pas de dimension personnelle dans le combat qu'on mène. La politique, c'est beaucoup de sacrifices. C'est un sacrifice personnel parce que c'est un sacrifice sur vos libertés. On dit des choses aujourd'hui qui déplaisent. On dit des choses sur l'immigration, on dit des choses sur l'islamisme, on dit des choses sur la violence dans notre société que beaucoup ne tolèrent pas. Il faut regarder qui sont les gens qui sont protégés aujourd'hui pour savoir d'où vient la violence, vers qui elle se tourne. Donc la politique, c'est un sacrifice. On s'amuse pas. Je n'ai pas le sentiment évidemment que ce que je fais est un plaisir et je suis heureux, optimiste quand je me lève le matin. Mais on ne s'amuse pas avec la politique, on ne s'amuse pas avec les souffrances des gens. Parce que quand vous avez aux élections européennes 5 millions de gens qui votent pour vous, les gens ils attendent des choses de vous. Peut-être pas directement sur le Parlement européen, mais ils mettent leur confiance entre vos mains et vous n'avez pas le droit de les décevoir. Quand vous parlez qu'un agriculteur, parfois pleure devant vous, parfois le regard, dont la difficulté, la tristesse lit sur son regard et qui vous dit j'ai 200 ou 300 euros pour vivre, je n'y arrive pas. Moi, je la comprends, cette souffrance. Parce que cette souffrance, on l'a en nous, parce qu'on considère ça comme une injustice. Et je dis souvent que je suis venu en politique parce que le milieu où j'ai grandi, c'est une anecdote qui m'a souvent marqué, mais quand j'étais petit, j'avais fait une connerie qui peut paraître dérisoire, mais j'avais laissé le congélateur ouvert à la maison. Et le congélateur ouvert, les courses tout était foutu, il fallait tout foutre en l'air. Et je m'étais fait sévèrement engueuler par ma mère, ça avait duré pendant 2-3 jours. Mais pas parce qu'elle était en colère après moi, mais parce que j'ai vu dans le regard de ma mère que c'était 30, 40, c'était 50 euros de courses qu'on mettait à la poubelle. Et c'est ce jour-là, en fait, que j'ai compris que 30, 40, 50 euros, ça peut paraître rien,
Mais pour des millions de gens, c'est beaucoup. Et c'est pour ça que quand on a des dizaines de gens qui nous écrivent tous les jours en nous disant, vous savez, j'arrive plus à boucler les fins de mois, j'arrive plus à boucler mes factures, l'essence c'est trop cher, je dois moins me déplacer. Le plein de courses, bah oui, je dois sacrifier parfois entre le gâteau et quelques t-shirts supplémentaires pour mes enfants. Moi, ça me parle, j'ai ça en moi en fait. Je dis souvent que j'arrêterai la politique quand les gens iront mieux, c'est peut-être un peu idéaliste, mais quand vous faites de la politique, tant que vos idées ne sont pas allées au bout, tant que votre entourage ne va pas mieux, tant qu'il y aura encore des gens qui craindront pour leur sécurité, tant qu'il y aura encore des filles de 20-25 ans qui auront peur en sortant dans les transports, je considérerais qu'on aura encore quelque chose à dire. Alors, et surtout à faire. Le grand paradoxe dans ce que vous venez de dire, Jordan Bardella, c'est que parmi les reproches qui vous sont faits, parfois par vos propres amis dans la presse, ou en tout cas l'ensemble de vos contempteurs, c'est de dire c'est un bon élève de la politique, il a plutôt tendance à réciter des éléments de langage, on ne perçoit pas exactement les émotions qu'il y aurait sous sa carapace de professionnel de la politique. Est-ce que vous pensez que un de vos enjeux personnels pour la suite des événements vous concernant, c'est de réussir à incarner un peu plus les idées que vous défendez? Quand je dis incarner, c'est-à-dire à les prolonger de manière personnelle et humaine, et pas juste d'un simple point de vue argumentatif. Est-ce que vous avez l'impression de vous reconnaître dans les critiques qui sont faites, et comment un peu plus humaniser votre équation politique? Marine Le Pen a toujours dit, le plus difficile en politique, c'est d'être soi-même. Et il faut bien se rendre compte que moi, je suis tombé un peu comme Obélix, je suis tombé dans la potion magique quand j'étais très, très jeune, j'ai commencé très tôt. Et quand vous êtes lâché comme ça au milieu de la fosse, au milieu du ring, vous prenez des coups, c'est pas facile, c'est pas évident. Donc ça peut parfois donner le sentiment d'une forme de froideur, de rigidité, de carapace, chose que je ne suis pas en privé. C'est vrai que parfois il peut y avoir un décalage entre la personne publique que vous êtes, la personne privée que vous êtes avec vos amis, avec vos proches. Par exemple, vos amis d'enfance vous disent qu'ils vous reconnaissent ou pas sur les plateaux de télévision? Non, parce qu'ils me connaissent en privé. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Rendez-vous compte, quand vous êtes sur des plateaux télé, quand vous êtes dans l'adversité, quand vous êtes tous les jours aussi en train d'évoquer des choses qui ne vont pas, des choses qui déplaisent, des problèmes. C'est compliqué aussi quand vous parlez des chiffres du chômage, quand vous parlez d'une agression, quand vous parlez d'une attaque terroriste. Vous n'êtes pas en train de danser sur la table. Donc, oui, je veux dire, on n'est pas des comiques, on n'est pas des acteurs, on n'est pas là pour divertir le public. Donc, c'est vrai qu'il peut parfois y avoir un décalage. Mais bon, voilà, moi, ça ne change rien à ce que j'ai au fond de moi-même, à mes convictions. Voilà, ce que je vous dis, tant que j'aurai le sentiment que les gens ne vont pas mieux, tant que j'aurai le sentiment qu'on aura encore des choses à dire et à faire, moi je m'arrêterai pas. Et puis voilà, j'ai commencé très tôt aussi. Donc quand vous commencez très tôt, on vous pardonne beaucoup moins. Je savais qu'aux élections européennes, en ayant été... Marine Le Pen m'a fait confiance, j'avais 23 ans aux élections européennes. Bon, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Vous n'avez pas le droit à l'erreur parce que... d'abord parce que c'est le 3e tour de l'élection présidentielle, les élections européennes, et vous savez que pèse sur vous une charge très lourde. Moi, toutes les missions qu'on m'a confiées... vous avez eu peur de la concurrence de Bellamy, qui est finalement terminé à 8%, mais qui a été un des acteurs majeurs de cette campagne, qui médiatiquement a été pas mal relayé? Non, j'ai pas eu peur de la concurrence. Vous connaissez? Oui, on a échangé à plusieurs reprises au Parlement européen. C'est quelqu'un de très sympathique, c'est quelqu'un de brillant. C'est quelqu'un de brillant intellectuellement, qui avait peut-être un peu sous-estimé la dureté du combat politique lors des élections européennes, pas seulement à l'extérieur, mais aussi au sein de son propre parti politique. Et je trouve que d'ailleurs les cadres LR n'ont pas été très clean à son égard, mais enfin, à la rigueur, ça ne me regarde pas. Mais quand vous devenez la tête de liste du premier parti de France à 23 ans, ça exige un peu de solidité. Et cette solidité, quitte à masquer un peu ses émotions, quoi. Elle peut passer pour un peu de froideur parce que vous n'avez pas le droit à l'erreur. Parce que si vous vous plantez alors que vous avez 23 ans, merci, au revoir, c'est terminé. Alors je savais que je n'avais pas le droit à l'erreur. Moi, quand Marine m'a indiqué qu'elle souhaitait me confier la tête de liste aux européennes, j'ai pas été content, j'ai pas été pas content. La charge de la responsabilité annule toute charge émotive. Parce que vous savez que pèse sur vous des millions de gens, des millions de voix,
un parti politique, des cadres, une élection qui va peut-être changer le cours du quinquennat. Question un peu plus personnelle encore. Vous êtes en couple avec Nolwenn Olivier, Oui, qui est tout à la fait. fille de Philippe Olivier et de Marie-Caroline Le Pen. Marie-Caroline Le Pen étant la sœur aînée de Marine Le Pen Ouais. et Philippe Olivier étant le mari de Marie-Caroline Le Pen. Les histoires familiales et politiques dans ce parti sont particulièrement intriquées. Est-ce que c'est quelque chose dont vous vous méfiez, le mélange justement de rapports familiaux et politiques au sein de ce parti, même si de fait vous y participez, et est-ce que vous arrivez à faire la distinction totale entre Marine Le Pen en tant que votre patronne et Marine Le Pen en tant que la tante de votre compagne? Vous savez, on ne choisit pas les gens dont on tombe amoureux. Hein. On ne choisit pas la femme avec qui on est et dont on tombe amoureux. Donc, vous êtes amené, dans le cadre de votre profession, de rencontrer des gens, de vous lier d'amitié avec des gens avec qui vous travaillez. Bon, je veux dire, le politique est un milieu comme un autre. Non, ça n'a pas changé, mes relations. Ça fait 2 ans et demi qu'on est ensemble. On s'est rencontrés après les élections, à la toute fin des élections européennes. Donc après les élections européennes, donc genre, ça a pas changé notre manière enfin, pas changé en tout cas mon rapport que j'avais avec Marine. Mais c'est vrai Avec que moi d'autres je suis gens dans le parti? attaché. Non, mais moi je suis attaché à ma vie privée. L'ON est attaché également à notre vie privée, donc on s'affiche pas pour l'instant. Elle n'a pas d'activité politique? Elle n'a pas d'activité politique. Elle souhaite devenir avocate. Se spécialiser également dans l'intelligence artificielle, donc ça nous fait une passion politique en commune, je veux dire, mais le seul fait politique, alors évidemment elle a des convictions, je ne parlerai pas à sa place, mais vous savez qu'en fait de la politique c'est compliqué d'être avec quelqu'un qui n'est pas politique, je vous assure, parce que quand vous rentrez chez vous le soir, souvent ce qui pèse souvent sur la responsabilité politique, c'est souvent la solitude. C'est qu'à la veille de trancher, à la veille de prendre une décision, alors ça peut aller d'une décision que vous avez à prendre dans une orientation politique que vous allez prendre sur un sujet, ça peut être dans le choix d'une investiture, ça peut être dans le choix d'une orientation stratégique que vous allez prendre avec le mouvement, qui influera sur le cours de la campagne et donc sur le cours de l'élection. Généralement, vous êtes extrêmement seul à la veille de prendre ces grandes décisions. Et c'est vrai que c'est bien de pouvoir les partager avec quelqu'un qui comprend ce que vous faites. Les Le Pen, ils ont la politique dans le sang. Les Le Pen sont politiques. Moi, je m'étonne qu'on reproche toujours ce côté un peu familial sur la politique. Mais bon, il y a des familles de journalistes, il y a des familles d'acteurs, il y a des familles d'artistes. Et généralement, ça choque et ça surprend un peu moins. Alors, comment vous définiriez votre relation avec Marine Le Pen? C'est votre patronne, c'est votre amie, c'est votre collègue? C'est un peu tout à la fois. Marine, d'abord, moi je me suis engagé pour elle à l'âge de 16 ans, plus d'ailleurs que pour un parti, parce que c'est quelqu'un qui ensuite qui m'a fait confiance. Et c'est quelqu'un, si je devais définir la relation que j'ai avec Marine, c'est une relation d'une très grande confiance. C'est une relation d'une très grande confiance. Moi, j'ai beaucoup d'admiration d'abord pour la femme qu'elle est, parce que c'est une femme qui est d'une richesse intellectuelle incroyable, c'est une femme qui est extrêmement humaine, c'est une femme qui est extrêmement proche des gens, c'est une femme qui est sensible en politique à la souffrance aussi, à la souffrance des gens, aux problèmes du pays. Et c'est quelqu'un qui moi, m'a parlé très, très tôt, qui m'a séduit très tôt, qui m'a parlé très tôt. C'est quelqu'un dans le parcours de vie a construit une forme de solidité. Je veux dire, je pense que ça n'a pas été simple de grandir en qualité de fille de Jean-Marie Le Pen, d'avoir été confrontée, elle vous l'avait expliqué d'ailleurs ici, à l'adversité tout au long de sa jeunesse, tout au long de sa vie, à l'égard des enseignants, à la fac, d'être rescapée d'un attentat à l'âge de 8 ans, qui avait pour objectif de tuer toute votre famille. Et puis l'admiration pour la femme d'État qu'elle aspirait à être. Moi, elle m'a énormément appris. J'apprends encore beaucoup avec elle et je lui suis d'une très grande loyauté. Et je veux dire, mon ambition comme militant, parce que je reste un militant fondamentalement, c'est de l'avoir élu président de la République au mois d'avril. Vous incitez sur la souffrance qui a scandé un peu son parcours.
pensez qu'elle souffre encore aujourd'hui, par exemple, quand il y a Éric Zemmour qui rentre dans l'atmosphère, quand il y a une distorsion entre les qualités personnelles que vous lui attribuez et l'image qu'elle renvoie dans l'opinion publique ou les commentaires qu'elle suscite. Vous pensez qu'aujourd'hui encore, elle fait de la politique de manière effectivement pas toujours avec un énorme plaisir? Elle fait de la politique avec un plaisir, mais Marine, c'est un roc. Marine, c'est une force. C'est une forme de solidité. C'est-à-dire qu'elle a traversé énormément de tempêtes dans sa vie, à la fois comme avocate, comme fille de Le Pen, comme rescapée d'un attentat qui avait pour but de tuer l'ensemble de sa famille. Ce que je veux dire par là, c'est qu'encore aujourd'hui, si vous voulez, elle vit dans un milieu avec une forme d'hostilité supérieure à la moyenne. Moi, je l'ai vu après la présidentielle de 2017. Je l'ai vu parce que j'étais, alors peut-être pas aussi proche que la relation que je peux avoir aujourd'hui avec elle, mais je l'ai vu chuter, je l'ai vu tomber, je l'ai vu se relever, je l'ai vu repartir au combat, et je l'ai vu gagner les européennes avec moi et avec le mouvement 2 ans après. Vous lui aviez parlé peu après le débat de l'entre-deux tours ou pas? Oui, enfin on s'était, on était en contact. J'avais travaillé pour sa campagne en 2017, mais on s'est vraiment rapprochés, je dirais, pendant les élections européennes, en faire campagne ensemble. Mais elle a une forme de solidité, elle a une forme de stabilité. Et c'est pas le genre, Marine, à être déstabilisée par un sondage. Elle a cette forme de solidité qui, parfois, pour les gens un peu moins expérimentés, permet de se raccrocher à ça comme une forme de boussole. Moi, voilà, c'est une femme que j'admire, que je respecte, et avec qui je suis très fier de travailler. Ah, vous m'aviez raconté une fois que parfois, vous n'aviez pas nécessairement besoin de vous appeler pour vous caler suivant un fait d'actualité, en tout cas que vous aviez l'intuition que vous seriez potentiellement aligné. En fait, comment vous avez fait pour rentrer dans la tête de Marine Le Pen? Est-ce que ça, il faut lui demander. Hein. Oui, mais alors, ce qu'il faudrait lui demander, c'est pourquoi elle fait confiance à Jordan Bardella. Mais en revanche, c'est comment vous vous imprégnez du marinisme. Est-ce que vous regardez systématiquement ses passages à la télévision? Est-ce que vous vous appelez 50 fois par jour? Est-ce que vous avez lu à peu près tout ce qu'elle a écrit? Est-ce que ça vous arrive de regarder des discours? Comment vous imprégnez de cette proximité? On s'appelle, et surtout maintenant on travaille ensemble. Donc oui, je veux dire, il y a un moment donné, même sans se concerter. Alors après, il y a parfois des micro-sujets qui exigent qu'on se concerte, mais sans se concerter, on a l'intuition de ce qui est nécessaire de dire, d'exprimer comme position. Je veux dire, on pense la même chose sur énormément de sujets. On peut avoir quelques différences parfois, des sensibilités qui ne sont pas les mêmes parce que générationnelles, parce que pour tout un tas de raisons. Mais grosso modo, on a une unité chez nous. Peut-être que n'ont pas aujourd'hui les Républicains, que n'a pas le Parti Socialiste, que n'a pas la République En Marche, mais je veux dire, au sein du mouvement, il y a quand même une forme de... En tout cas, entre vous et Marine Le Pen, parce qu'après, on pourrait se dire que hier, entre Florian Philippot et Marine Le Pen, aujourd'hui, entre Nicolas Bay et Marine Le Pen, je ne dis pas qu'il y a un océan. Ouais, mais moi, je ne suis pas au RN. Non, mais moi, je ne suis pas au RN pour imprégner ma ligne, pour imprégner... je ne suis pas au RN pour le changer. Pour moi, le parti politique, si vous voulez, c'est un outil. C'est un outil qui a vocation à nous amener au pouvoir. Je pense que les idées qu'on a aujourd'hui sont partagées par 80% des Français. Je pense qu'il y a une majorité de Français qui est d'accord avec nous sur le fait que l'immigration, il faut arrêter, qu'il faut défendre notre identité, qu'il faut rétablir des frontières en matière économique. Le nouveau clivage aujourd'hui, il oppose les partisans d'un monde sans frontières, de l'illimité la plus totale face aux gardiens des limites que nous sommes et aux idées que nous représentons. Donc, je veux dire, on a cette structure idéologique-là qui fait que, contrairement à un parti comme En Marche, on a le sentiment que les types sont des funambules qui marchent sur du vide. On nous demande souvent, là, à 4 mois de l'élection présidentielle, quel regard vous portez sur le bilan de Macron. Mais enfin, quel Emmanuel Macron? Emmanuel Macron qui soutient la police ou celui qui parle des violences policières, Emmanuel Macron qui renforce les moyens pour les forces de l'ordre ou celui qui dénonce un racisme systémique dans la police, celui qui est pour le contrôle des frontières puis finalement qui explique que le virus n'a pas de passeport, celui qui veut le port du masque puis finalement qui veut pas le port du masque, celui qui explique qu'il n'y a pas de culture française puis ensuite qui fait une ode à Jeanne d'Arc. Donc je veux dire, nous on a cette structure là et je pense que cette structure, ce caractère
qu'à Marine. Général de Gaulle, dans Le fil de l'épée, qui est probablement un de ses meilleurs ouvrages, explique que le caractère est la vertu des temps difficiles. Je pense qu'on a besoin aujourd'hui de quelqu'un qui a du caractère, qui est solide et qui saura naviguer dans la tempête. Et je pense qu'elle a toutes les qualités requises pour être présidente de la République. Et pour entrer un peu plus dans ce qu'est le marinisme, entre guillemets, si vous aviez un jeune militant qui demain venait vous voir et vous disait par quoi je commence, par quelle lecture, par quel discours, par quel livre, vous lui diriez d'aller chercher quoi? Ah, par quel livre? Pour comprendre Marine Le Pen. Pour comprendre Marine Le Pen, je lui dirais d'aller lire les bouquins de Marine Le Pen. Que ce soit son autobiographie à contre-flot ou Pour que vive la France qu'elle a sortie pendant la campagne présidentielle de 2012, elle explique avec quand même un temps d'avance ce que vont être les grands défis de notre époque. Moi, je me rappelle que quand on parlait de protectionnisme en matière économique il y a 3-4 ans, on disait mais vous êtes des dingues, vous voulez mettre des murs, vous voulez mettre des barbelés. Or, on voit bien, si vous voulez, à la sortie de la crise sanitaire, que tout le monde, que tout converge idéologiquement vers ce qu'on a toujours défendu. C'est-à-dire que les mecs qui viennent nous dire aujourd'hui il y a un problème avec l'immigration en France, qui viennent reprendre le discours du RN à 6 mois des élections, bon, je veux bien, mais c'est pas eux qui ont contribué, si vous voulez, à allumer la flamme de la résistance et à l'imposer dans le débat public. Vraiment, en quelques mots, comment vous définiriez le marinisme? Je pense que c'est important, si vous pouvez me permettre, de réussir à le faire en quelques mots, puisque, par exemple, quand Bruno Le Maire s'est présenté à la campagne de la primaire de la droite en 2016, il avait sorti un programme de 1000 pages, et au bout de mois et de mois de campagne, et de donc ce programme, j'allais dire, bien ventru, c'était toujours impossible de définir ce qu'était le mérisme. À l'inverse, François Fillon, c'était du libéral-conservatisme du début à la fin, et avec le succès qu'on connaît, en tout cas concernant son score à la primaire de la droite. Le marinisme, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange de populisme et de souverainisme. Je pense que le marinisme, c'est d'abord c'est un dépassement du clivage gauche-droite. D'abord, le marinisme vient dire que le clivage entre la gauche et la droite est quand même dépassé. Donc ça, c'est le même constat qu'Emmanuel Macron. Oui, c'est vrai, d'ailleurs, c'est l'un des seuls points d'accord qu'on avait avec lui, c'est que le clivage gauche-droite était dépassé. Et d'ailleurs, lorsque les Français nous mettent, lui et nous, au second tour de l'élection présidentielle, ça veut dire qu'on est dans autre chose. Je pense que le clivage aujourd'hui, il est entre ceux qui croient dans la France et ceux qui n'y croient plus. Voilà, ceux qui pensent que la France comme nation, comme État-nation, comme État-nation avec des contours, comme État-nation avec des compteurs, a encore quelque chose à dire, a encore quelque chose à défendre. Ça, c'est pour le clivage, mais quand même pour le marinisme en tant que tel, s'il fallait mettre une baseline, comme on dit... Ni droite ni gauche de France. C'est quel est l'intérêt de la France à chaque mesure que l'on prend. Quand on veut privatiser l'audiovisuel public, au rendre du pouvoir d'achat aux Français et supprimer la contribution audiovisuelle et faire en sorte que les chroniqueurs d'Inter arrêtent de dégueuler sur nos électeurs avec nos impôts. Est-ce que c'est de droite ou est-ce que c'est de gauche? Je pense que c'est de l'intérêt national. Quand on veut nationaliser les autoroutes pour baisser les tarifs des péages, est-ce que c'est de gauche ou est-ce que c'est de droite? Je crois que c'est de l'intérêt national. Donc en vérité, ce que nous souhaitons faire, c'est tout réfléchir autour de la souveraineté nationale, autour en matière économique du patriotisme économique, et c'est rompre avec peut-être les deux totalitarismes qui sont ceux du XXIe siècle, la mondialisation sauvage et le totalitarisme islamique. Il y a eu une incursion dans cette campagne présidentielle depuis quelques semaines qui n'a échappé à personne, c'est l'entrée dans l'atmosphère d'Éric Zemmour. Passer de journaliste, de polémiste à homme politique et candidat putatif en tout cas. On connaît les reproches que vous lui faites, puisque notamment vous avez fait partie de ceux qui sont un peu montés au front pour essayer de préserver la citadelle mariniste. Quelles sont, en revanche, les principales qualités que vous lui reconnaissez? On n'est pas monté au front pour défendre la citadelle mariniste. C'est-à-dire que Éric Zemmour souhaite se présenter à la présidentielle. S'il souhaite se présenter à la présidentielle, c'est parce que parmi les candidats déjà présents, il n'a manifestement pas trouvé de voix qui est selon lui nécessaire pour lutter contre le déclin français. Donc on a avec lui peut-être des points d'accord et des points de divergence. Moi, c'est un polémiste que j'ai lu, c'est un polémiste que j'ai apprécié. Mais maintenant, on est à 2 mois de son entrée en pré-campagne. Et je pense que c'est peut-être là l'occasion aussi de tirer un premier enseignement. Et malgré les qualités qu'on peut lui trouver comme polémiste, sur l'immigration, il dit la même chose que nous. Il dit ce que disait Le Pen dans les années 70, il dit ce que dit le Front National hier et le Rassemblement National aujourd'hui depuis 40 ans, 49 ans.
Mais ça saute aux yeux en fait de beaucoup de gens aujourd'hui, même des gens qui peuvent être tentés aujourd'hui qui reviennent, qu'il n'est pas équipé pour être président de la République. Qu'est-ce qui lui manque la volonté d'abord de rassembler les Français. Au-delà sans même rentrer dans les considérations politiques et rentrer sur le fond, d'être en capacité de rassembler une majorité de Français. Je veux dire, Éric Zemmour passe son temps à taper sur tout le monde, à faire des polémiques sur polémiques, et en quelque sorte à ramener le camp national 30 ans en arrière. C'est ça, moi, que je lui reproche. Et puis, pour l'instant, moi, je n'entends pas de plus-value sur le fond. C'est-à-dire qu'Éric Zemmour vient dire sur l'immigration ce que 80% des Français pensent. Il n'y a qu'un seul regret, c'est que nous, ça fait 40 ans qu'on fait ça. Et que pendant qu'Éric Zemmour lui votait pour Mitterrand en 80 et en 88 et pour la gauche en 2002, nous, on était déjà là en train de coller des affiches contre l'immigration. Ça a été beaucoup dit effectivement par vous. Oui, mais quand il dit Marine Le Pen est de gauche, mais elle n'a jamais voté à gauche, contrairement à lui. Elle n'a jamais voté pour Mitterrand. En vérité, Éric Zemmour a toujours voté pour ceux qui ont organisé le déclin français. Donc même s'il met des mots qui sont justes aujourd'hui sur une réalité que tout le monde partage, il a toujours soutenu ceux qui ont organisé, accompagné ce déclin français. Il était où pendant l'entre-deux tours en 2017 ? C'est un peu ça que je lui reproche, moi, finalement, au fond. Et puis, il y a des polémiques que je trouve pas utiles. Bon, je veux dire, évidemment, moi, j'ai abordé la question des femmes parce que je suis pas d'accord avec tout. On a le droit d'avoir des points de désaccord. Quand il explique que quand les femmes approchent du pouvoir, le pouvoir s'évapore, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça parce que nous, on veut faire élire la première femme présidente de la République et que le symbole de mon parti, c'est Jeanne d'Arc. Quand il dit que appeler son enfant Jordan ou Kevin, c'est un acte de défrancisation, je pense qu'il ne comprend pas ce que sont les classes populaires. Parce que c'est un prénom qui a été donné par des classes populaires sans volonté de défrancisation. Moi, ma famille qui est arrivée d'Italie dans les années 60, c'est l'exemple parfait de l'assimilation. Ma famille ne vient pas d'ici, mais elle est devenue d'ici. Mes ancêtres, ils n'ont pas fait Verdun, ils n'étaient pas au chemin des dames. Mais on aime tellement la France, au point aujourd'hui de me permettre d'en être élu, que, je veux dire, aller porter ce jugement sur un prénom qui était énormément donné dans les classes populaires, c'est ne pas comprendre ce qu'ont été les classes populaires et ce que sont les classes populaires aujourd'hui. Quand il n'attaque jamais Emmanuel Macron, moi, ça me pose un problème. Jamais, on a l'impression d'une espèce de solidarité de classe, en fait. C'est-à-dire que jamais Éric Zemmour ne prononce le nom d'Emmanuel Macron ou n'attaque Emmanuel Macron. Moi, mon adversaire, c'est pas Zemmour. Mon adversaire, c'est Macron. Et je regrette, effectivement, cette division du camp national qui ne renforce qu'Emmanuel Macron. Dans un deuxième tour, Zemmour-Macron, vous votez qui ? Dans un deuxième tour, Zemmour-Macron, ça ne se posera pas. Parce que je pense que... Ça, c'est beauté en touche. Même Éric Ciotti accepte de répondre à cette question. Évidemment, moi, Macron, pour moi, l'antéchrist. Je veux dire, c'est tout le contraire de ce que... C'est tout le contraire de ce que je défends. C'est l'exact opposé de ce qu'on est, y compris sur la structure de notre philosophie politique. Mais moi, je pense que... je ne sais même pas s'il ira au bout. Vous voyez, je ne sais même pas s'il ira au bout. Je me demande, si vous voulez, s'il n'est pas là pour affaiblir le camp national. Et je le regrette profondément. Alors, je vous opposerai 2 contre-arguments à votre démonstration. Et quand vous dites d'ailleurs qu'il confond brutalité et radicalité, je vous rejoins là-dessus. Je pense qu'on peut être très ferme sans être outrancier. On peut faire preuve de fermeté à l'égard de la violence, à l'égard de l'immigration, mais comprenez bien que nous, ce qu'on va proposer en matière migratoire, c'est déjà un tel bouleversement de ce qui se fait depuis 40 ans qu'il va y avoir des gens qui ne vont pas être contents. Quand on va retirer les aides sociales aux étrangers, il va y avoir des mécontents. Que quand on va faire un tour de vis sur l'islam politique, en fermant les mosquées radicales et en expulsant les étrangers qui sont fichés pour abdication, il va y avoir des mécontents. Donc est-ce utile de jouer avec une boîte d'allumettes à côté de la station Total? Je ne le crois pas. Je pense qu'en tout cas, cette stratégie, c'est une impasse pour le camp national. Alors donc je vous opposerai 2 contre-arguments, puisque vous avez dit que c'est le camp national qui revient 30 ans en arrière. Et là, on voit aussi que finalement, la possibilité d'une émergence, fut-elle fugace, d'Éric Zemmour, est la preuve d'une part que le camp national représenté par la famille Le Pen depuis 30 ans a un plafond de verre, n'a pas réussi à conquérir le pouvoir. Il y a eu des hauts et des bas. Quand Nicolas Sarkozy se présente, Jean-Marie Le Pen fait un bien moins bon score qu'en 2002. Marine Le Pen fait un bon score en 2017, mais
ce manque au débat de l'entre-deux tours. Donc cela prouve quand même que le camp national n'est pas si bien représenté que ça par le Front National. Quand on voit que 70% des Français trouvent qu'il y a trop d'immigration, appelleraient un référendum, et que le Front National finalement stagne un peu dans les pourcentages d'intention de vote, ça peut interroger quand même sur les capacités du Front National à percer ce plafond de verre. La deuxième chose, puis après je vous laisse me répondre, c'est que cette entrée extrêmement spectaculaire dans l'atmosphère d'Éric Zemmour peut être comparable aussi à ce qu'avait pu être un moment de la campagne des primaires de François Fillon qui avait préempté le terrain civilisationnel en écrivant un livre sur le terrorisme islamique, en parlant beaucoup d'immigration, beaucoup de régaliens, ou 10 ans plus tôt Nicolas Sarkozy qui, je ne vous dis pas que son mandat avait été réussi de ce point de vue-là, mais qui avait fait une campagne extrêmement raide sur l'aspect régalien, montre qu'il y a un créneau pour une forme de troisième voie en France entre ni le Front National, ni une droite compromise, ou en tout cas pleine de compromissions. Et que quand il y a un personnage qui émerge en préemptant à la fois une forme de radicalité, mais aussi une sophistication du discours, mais aussi, dans le cadre de François Fillon, un personnage incarnant une forme d'expérience et qui rassure les Français, tout d'un coup, voilà, les sondages s'envolent et s'enflamment, avec parfois des accidents industriels en bout de route, mais on sent cette espèce d'appétit dans ce créneau électoral-là. Est-ce que vous avez la certitude que l'équation politique qui est proposée aujourd'hui par le Rassemblement national est plus opérante que cette troisième voie-là? Je pense que la stratégie qui a été mise en place par Marine Le Pen depuis 2017 permettra au camp national de remporter l'élection présidentielle. Je me souviens aux élections européennes, on nous avait dit pareil, François-Xavier Bellamy, indépendamment de ses qualités, serait l'étoile montante de la droite. Bon, ça a plutôt été l'étoile filante. Et malgré le fait qu'une grande partie de ce qu'on a appelé un peu la droite hors les murs a peut-être vu en lui l'émergence d'un candidat qui parlait civilisation, etc., s'est retrouvé à 8. Or, je pense que la vraie différence de fond avec Zemmour, c'est une différence de stratégie. Voilà, c'est une différence de stratégie. On a des désaccords sur le fond, on les a exprimés, il les a exprimés. Mais c'est une différence de stratégie. Or, je pense que le débouché que nous proposons, c'est un projet politique. Un projet qui est politiquement applicable, qui est juridiquement applicable, qui est nationalement viable. Or, Éric Zemmour ne propose rien de tout cela. Il est extrêmement seul. Nous avons des équipes, nous avons un projet, nous avons des propositions qui sont extrêmement solides. Et vous parliez des sondages. J'ai aucune confiance dans les sondages 5 mois ou 6 mois avant l'élection présidentielle. Mais jouons le jeu des sondages. Même pour l'instant, avec une percée d'Éric Zemmour qui est entre 12 et 14% dans les derniers sondages. Au second tour ce qu'il faut regarder, c'est le second tour. Au second tour de l'élection présidentielle, celle qui est en capacité de l'emporter, c'est Marine Le Pen. Et qui a un écart énorme au second tour entre Éric Zemmour et Emmanuel Macron dans toutes les études d'opinion qui sont testées. Marine Le Pen, elle s'approche des 47-48%, c'est-à-dire avec les marges d'erreur, 50-50 avec Emmanuel Macron. Et en vérité, Éric Zemmour, il est tellement caricatural, qu'il va recréer les conditions d'un front républicain qui va mettre nos idées dans une impasse. Et c'est ça que je lui reproche, au fond. Et je pense qu'une présidentielle, c'est pas fait pour se faire plaisir. C'est pas un exercice de jouissance, c'est un exercice de service. On n'est pas là pour se faire plaisir. On n'est pas là pour flatter son ego. On n'est pas là pour vendre son bouquin. Quand Éric dit « je me présenterai le jour où ce sera... j'annoncerai ma candidature éventuelle le jour où ce sera mon intérêt », mais de quoi on parle ? Il n'y a pas d'intérêt personnel à avoir à 4 mois d'une élection présidentielle. Si il est cohérent dans sa volonté de lutter contre le déclin français et d'enrayer le déclin français, alors pourquoi il n'attaque jamais Emmanuel Macron ? Pourquoi il ne soutient pas les candidats du Rassemblement national quand nous sommes en capacité de l'emporter au second tour des régionales ? Pourquoi il n'appelle pas à voter pour Marine Le Pen lors de la dernière élection présidentielle ? Il était où pendant le second tour de l'élection présidentielle en 2002 ? Donc, oui, ça pose à un moment donné question. Et je me demande s'il n'est pas là aujourd'hui dans le seul objectif d'affaiblir Marine Le Pen. Alors oui, c'est dur, oui, c'est difficile, mais pendant de nombreuses années, ils étaient où les Zemmour, les Ciotti, les Morano, et je l'apprécie beaucoup, et j'apprécie beaucoup Nadine Morano humainement, mais où étaient ces gens-là pendant les seconds tours lorsque le Rassemblement national était qualifié ? Parce que moi j'ai vu
depuis un certain nombre de temps. Éric Zemmour, il a voulu se présenter à la primaire des LR. Il dit, moi, je suis RPR. Mais le RPR a été RPR pendant une soirée. C'était pendant les assises de l'immigration en 90. Et pendant 40 ans, ils ont fait l'inverse. Ils ont fait le regroupement familial. Ils ont fait rentrer 1 million d'étrangers sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Monsieur Ciotti, il dit, je suis prêt à voter Zemmour face à Macron. Mais quand il a fallu choisir entre Renaud Muselier et Thierry Mariani en PACA, où le mouvement national pouvait gagner la PACA, Éric Ciotti, pour conserver sa question à l'Assemblée nationale, il a appelé à voter pour Renaud Muselier, c'est-à-dire pour le candidat d'Emmanuel Macron. Donc la question de la sincérité de ces gens-là se pose. Maintenant, je ne perçois pas Éric Zemmour comme un adversaire. Je le perçois comme un concurrent avec qui nous avons des divergences, que je ne considère pas équipé pour être président de la République. Et depuis 2 mois, on l'a plus ou moins vu. Je veux dire, oui, quand on pointe une arme sur des journalistes au Millipol, personne ne se dit qu'Éric Zemmour veut s'attaquer à des journalistes, mais c'est extrêmement maladroit. Quand on fait une conférence de presse à 1,50 m du Bataclan, c'est-à-dire au milieu d'un cimetière entre des gens qui sont en train de se recueillir, personne ne peut dire que ce n'est pas maladroit. Donc, je pense que l'enjeu de cette présidentielle sera aussi de rétablir la sacralité du pouvoir, de rétablir une forme de sacralité de la fonction présidentielle que Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron ont contribué à affaiblir. Et je viens dire, moi, qu'avec Marine Le Pen... Ou Marine Le Pen dans le débat d'entre-deux tours. Et je viens dire qu'avec Marine Le Pen, il n'y aura pas de président Reban, il n'y aura pas de roulade sur le gazon de l'Élysée avec des youtubeurs, il n'y aura pas de carnaval folklorique sur le perron de l'Élysée pendant la fête de la musique, il n'y aura pas tout cela. Parce que on voit, nous, le pouvoir et l'exercice du pouvoir... non pas comme un exercice je veux dire, on n'est pas propriétaire de tout cela. Je vous rétorquerai quand même que la présidentialité de Marine Le Pen a été émoussée par le débat de l'entre-deux tours de 2017. C'est pas très original de ma part de dire ça. Et sur la solitude d'Éric Zemmour, qui est un vrai sujet... Elle l'a dit, juste pour vous répondre là-dessus. Moi, je suis hyper à l'aise dessus, oui, et elle l'est aussi. Elle a dit qu'elle avait raté un rendez-vous avec les Français. Mais elle l'a dit ici, d'ailleurs. Je pense qu'il n'y a pas de réussite qui se construise en politique. Sans fêlure. Bah ouais. Quand on n'est pas tombé, quand on n'a pas chuté, quand on n'a pas été en quelque sorte endurci par la défaite. Et qui sont d'ailleurs des étapes qui vous manquent pour le moment à votre palmarès fulgurant. Mais ça ne vous aura pas échappé que je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle. Mais Jordan Bardella, peut-être. Juste pour revenir sur la solitude d'Éric Zemmour et pour faire un peu la transition justement quand même avec vous. Vous parlez de la solitude d'Éric Zemmour. Vous connaissez un peu une de mes marottes, je crois, sur le niveau de certains cadres au Rassemblement national, ou même la vraie capacité de travail de certains membres de votre parti politique. J'ai encore regardé tout à l'heure, juste avant que vous veniez ici, l'activité des députés RN à l'Assemblée. Je peux vous dire qu'avec certains élus d'autres partis... en termes de nombre d'amendements, de présence en commission, etc. Attendez, ils sont combien les autres à l'Assemblée nationale? Non, mais quand je regarde député par député, vous regardez Charles de Courson avec Nicolas Maisonnet, si vous voulez, vous voyez tout de suite... parce qu'eux, ils ont des moyens de groupe. Non, je vous rappelle qu'on a 6 députés sur 577. Est-ce que, à défaut, parce que si je vous demande est-ce que ça bosse au Front National, au Rassemblement National, vous allez me dire oui, mais est-ce que ça bosse suffisamment? Oui, ça bosse, oui, ça travaille matin, midi et soir, jour et nuit pour présenter le référendum sur l'immigration, le projet de loi extrêmement complet sur l'immigration. Moi, pour l'instant, de la part d'Éric Zemmour, j'ai pas vu de solution clé en main. Je veux dire, nous, on offre ça aux Français. Je veux dire, quand les Français ils votent Marine Le Pen, ils savent à quoi s'attendre. Ils savent que dans les premières semaines de la présidence de Marine, on va soumettre aux Français par référendum un projet de loi qui a vocation à arrêter l'immigration, à instaurer la priorité nationale, à couper le robinet des aides sociales aux étrangers, à accélérer les procédures pour expulser les délinquants et criminels étrangers, à rétablir la double peine qui avait été supprimée par Nicolas Sarkozy. On sait que toutes ces mesures-là, elles sont prêtes, clés en main, qu'on a produit des livres blancs sur la sécurité, qu'on a produit des livres blancs sur la justice, que nous proposons tous les jours des mesures sur le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est la première préoccupation des Français. Est-ce que vous avez entendu je ne vais pas tirer sur une ambulance, mais les LR, Éric Zemmour, Emmanuel Macron faire des propositions concrètes sur le pouvoir d'achat? Nous, on les a. La baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur tous les produits énergétiques pour regagner du pouvoir d'achat quand vous payez les factures de gaz, d'électricité, quand vous allez faire le plein de la voiture à la pompe, le caddie au supermarché. Enfin, on propose quand même des trucs extrêmement concrets. Le temps du constat, on l'a fait, nous. Ça fait très longtemps qu'on a dépassé cela. Et une présidentielle, c'est pas fait pour nourrir les Français de constats. Et vous voyez, je pense sincèrement que parmi tous les gens qui nous regardent, je pense qu'il n'y a pas un Français qui peut douter de la volonté, de la détermination de Marine à au moins rétablir l'ordre, l'autorité dans le pays et à stopper l'immigration, qui est peut-être le plus important d'ailleurs. Je pense que c'est peut-être
l'enjeu de cette présidentielle, c'est de sauver la France et c'est de faire en sorte que notre pays reste lui-même. Je pense que c'est vraiment l'enjeu le plus fondamental de cette élection. Comment vous expliquez votre difficulté persistante à convaincre la bourgeoisie, et je dirais même si je sais qu'électoralement, ou numériquement, c'est une catégorie de la population assez minime, mais la haute bourgeoisie. Et est-ce que, avec votre discours, vos candidats ou votre candidate, vous pouvez convaincre cette partie de la population? Est-ce que c'est un enjeu? Ouais, nous, on est pour convaincre... Mais comment vous expliquez que ça ne fonctionne pas pour le moment? C'est des préventions morales? Non, oui, il peut y avoir, mais bien sûr qu'il peut y avoir un peu ça. Je vais vous citer Éric Zemmour. Je ferai qu'une fois. Tout je vais vous citer Éric Zemmour, je vais vous faire plaisir. Mais c'est d'ailleurs peut-être pour ça aussi, je pense qu'il attaque pas Macron, parce que je pense qu'il y a ce sentiment de proximité un peu élitaire. Mais il avait dit un jour, le problème d'une grande partie de la bourgeoisie, c'est qu'elle se sent plus proche des habitants de New York que des habitants de Limoges. Et c'est vrai que parfois, chez la bourgeoisie française, il y a cette forme d'insouciance. Cette forme d'insouciance qui fait qu'économiquement, on vit très bien. Et que quand vous vivez très bien d'un système économique, vous n'avez pas envie d'en changer. Il y a toute une partie de la bourgeoisie qui a pu voter Fillon au premier tour, a voté pour Emmanuel Macron lors du second tour de la dernière élection présidentielle. Parce que c'était l'assurance de voir l'ISF supprimé, de voir la réforme de la flat tax. Et bilan aujourd'hui, on voit qu'après 5 ans de gouvernance, le pouvoir d'achat des 1% les plus riches a augmenté, quand le pouvoir d'achat des 5% les plus pauvres, lui, a diminué. C'est un rapport qui est sorti il y a quelques jours. Mais là, vous attaquez, entre guillemets, cette sociologie-là. Et vous pourriez moi, je l'attaque pas. Non, mais vous pourriez aussi vous dire, effectivement, peut-être qu'on a un discours qu'il faudrait qu'on affine ou qu'on sophistique dans certains sujets. Peut-être que sur le plan économique, on est trop caricaturable et que donc c'est pour ça que cette bourgeoisie pense qu'on est des colbertistes. Non, mais c'est vrai que je vais peut-être me faire taper sur les doigts en disant ça, mais il y a une partie de la très haute bourgeoisie française qui ne s'intéresse à l'identité nationale et au sort de la France que lorsque s'installe un camp de migrants à 50 mètres de leur fenêtre et que ça fait perdre 20% du prix du foncier sur leur appartement. Je veux dire, c'est une réalité. Mais encore une fois, moi, je n'entre pas dans ces considérations. Je ne suis pas Fourquet, je ne bosse pas à l'IFOP, je ne bosse pas chez Ipsos. Zemmour fait souvent ça en disant je vais essayer de prendre 10% chez l'électorat populaire, 10% chez les CSP+. C'est pas notre sujet. On voit d'ailleurs sur les sondages que sur les CSP+, on est quasiment égalité. Il y a 3 ou 4 points d'écart dans le dernier Ipsos sur les CSP+, entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Notre volonté, c'est de rassembler tous les Français, c'est de faire un gouvernement d'union nationale, c'est de rassembler tous ceux qui croient encore en la France, tous ceux qui veulent défendre l'identité française, identité qui est mise à mal aujourd'hui. Je pense que nos adversaires philosophiques, en tout cas, ce sont les déconstructeurs. Ce sont les adeptes du wokisme, ce sont tous ceux qui considèrent qu'il faut faire table rase du passé et de notre histoire nationale, qu'il faut déboulonner des statuts, qu'il faut inscrire les pronoms IEL dans le petit Larousse. On est dans un combat à mort avec ces gens-là parce qu'ils considèrent qu'il en est terminé de la France. Nous, on pense qu'il faut sauver la France. Et il faudra la sauver lors de l'élection présidentielle. On va conclure cet entretien, je pense, assez rythmé et intéressant avec vous par quelques questions quand même à nouveau sur votre parcours. À nouveau, pardon de vous définir par ceux qui vous critiquent, mais parfois la trajectoire un peu fulgurante justement de votre parcours fait que certains vous disent opportuniste, c'est-à-dire que c'est plus facile de vous définir par les postes que par une identité politique propre. Néanmoins, je ne crois pas que de toute façon vous vous revendiquiez comme un idéologue. Pour autant, est-ce que vous avez l'impression d'avoir quand même un quant à vous idéologique et de conviction qui vous sert un peu de matrice, ou est-ce que vous êtes un soldat qui se range au marinisme? Vous avez dit tout à l'heure que vous ne vouliez pas faire vivre de courant à l'intérieur du Rassemblement national. Néanmoins, un jour se posera peut-être la question du bardélisme. Et est-ce que vous y pensez déjà? Non, moi, d'abord, je me projette pas au-delà de... Ça va peut-être vous paraître... c'est pas de la langue de bois, mais je me projette pas au-delà de l'élection présidentielle parce que moi, ça va faire 10 ans maintenant que je suis au Rassemblement national.
disant que j'ai cette flamme en moi dont la finalité serait que nos idées arrivent au pouvoir et que Marine soit élue présidente de la République. Mais ce qui se passera après, je veux dire, ce que je veux après, c'est qu'on fasse 5 ans et qu'on soit réélu derrière. Mais vous savez déjà ce que vous voudriez faire si le RN est au pouvoir ou pas? Non, et je ferai ce que Marine Le Pen me dira de faire. Vous préfériez bosser par exemple avec elle à l'Élysée ou avoir un ministère ou un poste? J'en sais rien, je me pose pas la question en me rasant devant la glace le matin. Oui, mais vous pensez pas que justement pour montrer aux Français que vous êtes prêts à gouverner, faut aussi quand même un peu anticiper? Non, mais faudra pas se poser la question la veille au soir, je vous assure, c'est à minuit. Je vous assure, je me pose pas c'est des questions que je me pose pas parce que il y a des postes quand même auxquels il faut qu'on se prépare. Il y a des postes où on peut pas arriver du jour au lendemain. Oui, mais elle fera son choix. Je veux dire, j'irai là où je pourrais être utile. Mais je sais juste que la politique, je l'ai en moi, que c'est un virus. Et contre ce virus-là, il n'existe pas de vaccin. Et donc, à partir du moment où je considérerais avoir encore quelque chose à dire, que je considérerais que oui, la génération que j'incarne aujourd'hui en politique, modestement, souffre encore de voir ses statuts déboulonnés, de voir son roman national attaqué, de devoir s'habituer à vivre avec le terrorisme, comme l'avait dit Manuel Valls, de voir ma mère galérer aujourd'hui avec un salaire qui, à mon sens, est trop bas pour vivre dignement. Je continuerai. Voilà, je continuerai sous une forme ou sous une autre. J'aime la politique, j'ai ça en moi. Je pense qu'en politique, on ne transmet que la foi que l'on a, et tant que j'aurai cette foi, je continuerai. Et qu'est-ce qu'ils vous disent vos parents alors justement aujourd'hui? Mes parents, ils sont très fiers. Ils sont très fiers et moi, je suis très fier de l'éducation qu'ils m'ont donnée. Parce que ce goût pour le travail, pour l'effort, le mérite, c'est intégralement eux qui me l'ont transmis. Moi, je suis pas prédestiné à ça, à la base. Moi, quand vous appelez Jordan Bardella, vous venez du 93, que vous êtes marqué au fer rouge avec le code postal, que vous êtes issu de l'immigration, etc., on peut se dire qu'a priori, vous n'êtes pas prédestiné à ça. Sauf que quand vous grandissez dans ces conditions-là, quand vous grandissez en banlieue, ce qui fait la différence, c'est l'éducation que vous donnent vos parents. Et même issue de l'immigration, moi, je considère que ma famille, quand elle est arrivée d'Italie, comme je vous l'ai dit, elle n'était pas d'ici, mais elle est devenue d'ici. Elle a tout fait pour apprendre le français, pour transmettre dans la famille le respect du maître, le respect de la police, le respect de la hiérarchie, le respect du pays qui nous a accueillis, avec cette envie de redonner autant au pays qui nous avait accueillis. Et je comprends pas et je conçois même pas philosophiquement que les générations qui arrivent aujourd'hui soient dispensées de cet effort que moi j'ai fait, que ma famille a fait, que des générations d'immigrés arrivés dans les années 50, dans les années 60 ont su faire. Je suis un Français de sang mêlé. J'aime beaucoup cette phrase de Romain Gary qui dit « Je n'ai pas une goutte de sang français, mais la France coule dans mes veines ». Et je me sens, même issu de l'immigration, encore plus redevable à l'égard de la France que le peuple français de souche, que le peuple français, je dirais, historique. Mes parents m'ont transmis tout ça. Et voilà, et je me sens aujourd'hui redevable vis-à-vis de ce pays qui nous a accueillis, qui nous a tout donné. Eh bien, merci beaucoup pour cette bonne conversation, Jordan Bardella. Et puis à bientôt sur VA+, pour d'autres entretiens. Merci à tous.